de Bastia. Merci. Merci, Patrick Vignal. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Moi, je pense que c'est plus qu'un budget d'élan. C'est un budget qui replace la justice au cœur de notre société. C'est certainement l'acte 1 de la démocratie. J'ai la chance d'être parlementaire de la ville de Lunel, où il y a eu 30 départs en série, 8 décès. Madame la Ministre, on a mis en place des zones de sécurité prioritaires avec 200 gendarmes. On a mis en place, vous avez mis en place, ce gouvernement, la partie éducation avec plus de gamins pour que l'ascenseur social démarre. Il y a de la prévention aussi à mettre en place, mais il y a surtout de la répression à mettre en place aussi. Et moi, j'ai une question à vous poser, Madame la Ministre. Je ne suis pas arrivé sous le précédent gouvernement de Jean-Jacques Urvoas, le garde des Sceaux, à faire en sorte que le tribunal de Montpellier a 16 400 dossiers à traiter par an, avec 14 magistrats, là où il en faudrait 21. Donc à la fois, on ne peut pas mettre en place une chaîne d'éducation, une chaîne de prévention, et la partie répression me paraît aussi indispensable. Et donc, Madame la Ministre, j'ai passé 2 jours dans ce tribunal, à la fois une journée et une nuit avec le magistrat de permanence, et je peux vous dire, ils croulent sous les dossiers, et je pense qu'il me paraît important que nous soyons capables de renforcer les magistrats. Merci. Merci, Pierre Morel à l'huissier. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, quand on visite un tribunal, on est souvent interpellé sur l'insuffisance d'effectifs, insuffisance souvent dénoncée par les chefs de juridiction, mais également par un entretien des bâtiments insuffisant et des moyens de fonctionnement très réduits. Tout ça, c'est pas très nouveau. Votre budget est en augmentation, certes, mais avec 1000 créations d'emplois, si j'en crois ce qui est écrit dans le budget, quid du manque de magistrats, 400 magistrats et 800 greffiers. Il y a beaucoup de postes qui sont en attente d'affectation. Ensuite, votre budget fait apparaître une augmentation des crédits de fonctionnement avec un montant de 390 millions d'euros. 2018 verra l'ouverture du nouveau tribunal de Paris. Quelle marge de manœuvre disposent les chefs de juridiction sur le fonctionnement des juridictions? Merci, Sandra Motin. Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la Présidente de la Commission des lois, Messieurs et Madame les rapporteurs, mes chers collègues, je voudrais vous interpeller car de nombreux bâtonniers nous ont interpellés tout l'été et à la rentrée également pour nous faire part de leurs inquiétudes concernant la pérennité des tribunaux de province. Leur argumentaire repose principalement sur le besoin des justiciables de pouvoir accéder facilement à un lieu dans lequel ils peuvent trouver un interlocuteur pour répondre à leurs requêtes. Par ailleurs, ils nous alertent sur le fait que la décentralisation des lieux de justice favorise les délais de traitement des dossiers des plaignants. Vous avez répondu à ces craintes par voie de presse pour rassurer ces professionnels du droit et pour garantir la pérennité de lieux de justice partout sur les territoires. Pourriez-vous nous expliquer ce soir ce qui, dans votre budget, confirme les paroles rassurantes que vous avez eues pour eux? Merci. Michel Lezana. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, vos annonces sur le chantier de la justice ont créé un certain émoi dans certaines villes, et je suis l'élu, moi, d'une ville dont la cour d'appel a été plusieurs fois sur la sellette. Je veux parler de la ville d'Agen, parce qu'on envisageait plusieurs fois sa suppression. Alors, je ne vais pas vous demander si vous allez maintenir cette cour d'appel, mais il semblait que les critères qui avaient prévalu à l'époque étaient des critères de court terme et d'économie à court terme, et sans envisager donc le service rendu, la spécialisation, et au risque d'emboliser d'autres plus grandes cours d'appel. Alors moi, ce que je voulais vous demander, c'est quels vont être vos critères pour le maintien de ces cours d'appel. Et puis, un dernier petit point, le fonctionnement des prisons, c'est aussi la qualité de nos agents qui sont dans les prisons et qui sont donc, à travers l'École nationale d'administration pénitentiaire, formés donc, dans cette école. Et je suis sûr que vous serez sensible donc, à l'environnement particulier de la ville d'Agen pour accueillir l'agrandissement de cette école. Bon. Jean-Louis Masson. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je voudrais revenir sur le programme d'administration pénitentiaire. À part les dépenses de personnel qui sont en hausse de 4%, je note que les autres sont en forte baisse, le fonctionnement, l'investissement, les interventions.
Je note bien sûr votre volonté de créer 15 000 places d'ici 2027, mais enfin 2027, c'est dans 11 ans, dans 10 ans. Il y aurait tant à dire sur ce programme. Je vais me contenter d'évoquer l'épineux problème de la surpopulation carcérale, dont je pense les conséquences n'ont pas été insuffisamment précisées. Je voudrais rappeler qu'elle génère le non-respect de la dignité humaine quand on met 3 détenus dans une cellule de quelques mètres carrés, que ça génère l'insécurité, des violences, des trafics en tout genre, du racket, de la radicalisation. Je voudrais également indiquer que ça crée des conditions de travail chez les personnels pénitentiaires qui sont compliquées. On en parle, je pense, pas suffisamment. Quand une prison connaît un taux d'occupation de 150%, ce qui n'est pas forcément très rare, les effectifs de l'administration ne sont pas ajustés au prorata. Je vous laisse imaginer les conditions de travail qui en découlent et qui se traduisent bien souvent par des arrêts maladie fréquents. Sur cette question compliquée, je veux simplement faire 2 observations. Le recours à la détention provisoire me paraît trop fréquemment utilisé, alors que cela ne me paraît ni dans l'esprit ni dans la lettre du Code de procédure pénale. Et la deuxième observation, c'est que les peines de substitution me semblent trop peu utilisées. Alors, je vous avais interpellé sur ces sujets-là lors de votre audition. Vous m'avez renvoyé, très gentiment, sur effectivement le 5e chantier, auquel je souscris tout à fait. Mais dans l'attente, n'y aurait-il pas moyen, effectivement, de à la fois limiter la détention provisoire et, d'autre part, utiliser des peines de substitution? Merci. Dernier orateur, Hugo Bernalicis. Merci. Bon, sur les reports de charges, j'espère que la chance sera avec vous, Madame la Ministre. À mon avis, on risque d'avoir un peu plus de déconvenues que ce que vous annoncez là, mais le mois de décembre nous en dira un peu plus. Sur les partenariats publics-privés, je salue l'excellente nouvelle du fait qu'on ne fasse pas de nouveaux partenariats publics-privés. Maintenant, je pose la question qui vient tout de suite après. Qu'en est-il des partenariats publics-privés encore en activité et qui continuent, qui nous coûtent beaucoup d'argent à l'heure actuelle, qui continueront de nous coûter beaucoup d'argent? Est-ce que vous prévoyez des mesures d'intérêt général en la matière, comme par exemple le fait d'arrêter ces partenariats publics-privés? Ça s'est vu, il y a des jurisprudences en la matière. Irez-vous jusque-là? Et enfin, ma dernière question, pour ne pas monopoliser mon temps de parole, sur les services pénitentiaires d'insertion et de probation, j'ai vu que les budgets de fonctionnement en crédit de paiement étaient en diminution sur cette année 2018 par rapport au crédit de paiement de la loi de finances initiale de 2017. Comment comptez-vous résoudre cette équation épineuse d'augmenter les effectifs et en même temps diminuer les moyens de fonctionnement de 4 millions d'euros de CP. Plus globalement, je ne m'explique pas comment on fait pour augmenter les personnels et diminuer les moyens de fonctionnement. Ça me semble être quelque chose d'assez complexe, mais vous nous en direz certainement plus. Madame la Ministre, pour la réponse à cette dernière série de questions. Monsieur le Président, c'est Madame Routchou, je crois, qui m'a interrogé la première sur la cité judiciaire, Madame Routchou, pardon, sur la cité judiciaire des Batignolles. Alors, d'abord, effectivement, le chiffre, vous citiez le coût, vous avez évoqué 2,7 milliards. Ce sera 2,3 milliards sur 27 ans, c'est-à-dire tout coût compris, 2,3 milliards parce qu'effectivement, je crois que Monsieur le Secrétaire Général a réussi à faire baisser des taux d'intérêt. Non, c'est pas vous, c'est qui alors? Votre prédécesseur, très bien. Mais comme il y a continuité de l'État, c'est vous. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un premier point. Ce sera un outil formidable, vraiment formidable. J'ai eu la chance d'y aller il n'y a pas très longtemps. C'est remarquablement conçu, construit en lien avec l'ensemble des personnels, des magistrats, des avocats. Enfin, les choses sont vraiment taillées au cordeau. Ce sera formidable. Le coût, je le reconnais, est très élevé. Vous m'avez également interrogé
pour savoir si finalement ça allait remettre en cause d'autres opérations immobilières. La réponse est non, puisque il y aura 145 millions d'euros dans le budget 2018 qui seront consacrés aux autres opérations immobilières, ce qui représente une augmentation de 12% par rapport à l'année précédente, puisque c'était 130 millions d'euros. Donc vous voyez, de ce point de vue-là, il n'y a pas de difficulté. Monsieur Pouillat, vous m'avez parlé des effectifs pardonnez-moi, des conseillers d'insertion et de probation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, sont pour moi des personnels vraiment très importants au moment du prononcé de la peine, dans le suivi du parcours de détention, dans la préparation à la sortie. Ils jouent un rôle essentiel, donc 150 personnes supplémentaires cette année. Nous en prévoyons 600 dans le cadre de la loi de programmation. Donc ça, c'est une première salve, si je puis dire, de personnel. Vous m'avez également interrogé sur la question du bracelet électronique, et vous me dites finalement les crédits des bracelets électroniques sont en baisse. Est-ce que c'est pas contradictoire par rapport à la volonté de déployer les peines prononcées sous bracelet électronique? La réponse est non, parce qu'en fait la DAP a passé un nouveau marché et donc ce marché a permis de faire baisser les prix de manière assez importante. Monsieur Viala, vous me posez la question de savoir si la numérisation finalement ne va pas entraîner des fractures nouvelles au regard des infrastructures nécessaires sur les territoires. Alors évidemment, si vous faites allusion à la couverture numérique des territoires, je crois que nous devrons évidemment y réfléchir collectivement, mais en tout cas, pour notre part, nous souhaitons évidemment conduire jusqu'à chaque juridiction les flux nécessaires pour que la numérisation puisse être traduite de manière extrêmement efficace. Donc nous avons tout un plan de réseau qui sera le premier point sur la mise à niveau nécessaire pour ensuite aller plus avant dans la transformation numérique. Vous m'interrogez également sur les crédits qui seront nécessaires pour aller jusqu'au bout de la mission de construction des 15 000 places nouvelles. Et vous me dites, comment est-ce que vous allez faire pour les absorber dans les 5 ans? Je suis très claire, on ne les absorbera pas dans les 5 ans. D'abord parce que la construction d'une place de prison, on me dit aujourd'hui que cela prend 7 ans. Ça me semble long, très long, et je vais réinterroger ces délais, mais même si nous les raccourcissons, on ne va pas passer à 2 ans. Pourquoi est-ce que c'est aussi long? Parce qu'il faut trouver le foncier, ce qui est déjà un premier temps non négligeable. Puis ensuite, il faut faire toutes les démarches que vous connaissez. Et puis, vous le savez, la construction d'un établissement pénitentiaire suppose des contraintes en termes de sécurité qui sont extrêmement lourdes, et donc c'est assez long à construire. Donc, nous ne pourrons pas tout faire dans les 7 ans. Les 26 millions d'euros qui sont prévus en 2018 permettent d'acquérir les premiers terrains, de lancer les études pour la création des 5 maisons d'arrêt et de 6 quartiers de préparation à la sortie, et puis de réhabiliter également les établissements actuels. Voilà donc ce que je pouvais vous dire. Tout cela est évidemment prévu sur les 5 ans. Madame Abadi, vous avez évoqué la question de la réhabilitation. Il y a une forte progression des crédits qui est prévue sur le quinquennat pour l'administration pénitentiaire, et pour la rénovation des établissements pénitentiaires, 80 millions d'euros sont prévus en 2018. Donc il y aura des crédits, je ne sais plus où est Madame Abadi, des crédits seront prévus spécifiquement pour la rénovation des établissements pénitentiaires. Ah oui, alors vous avez évoqué également le rôle des personnels. Vous dites qu'il ne faut pas seulement que ce soit des personnels porte-clés, si je vous ai bien compris, c'est-à-dire au sens où ce sont des gens qui ouvriraient simplement les portes, c'est ça que vous vouliez dire? Ce ne sont pas que des porte-clés, mais pour les aider à accomplir d'autres missions, leur proposer d'autres outils, utiliser les nouvelles technologies pour les soulager. Absolument, c'est tout à fait ce que nous souhaitons faire également. Et dans l'administration pénitentiaire, il y aura utilisation de nouvelles technologies de manière importante, non seulement pour
les détenus, je pense à tout ce qui est formation, etc., mais ce n'est pas la question que vous posez. Mais en revanche, nous souhaitons également progresser dans l'utilisation des nouvelles technologies pour, par exemple, la réservation des parloirs pour les familles des détenus, ce qui pourrait aussi simplifier là un certain nombre de points. Madame Obono, vous m'interrogez sur la philosophie qui... le mot est peut-être grand, mais en tout cas, les principes selon lesquels, qui me guident par rapport à la construction de places de prison. J'imagine que, ce faisant, vous voulez vous porter les thèses de l'Observatoire international des prisons que j'ai eu l'occasion de recevoir et avec lesquelles j'ai eu l'occasion de discuter. Je crois qu'il y a des questions un petit peu différentes. Je sais que eux, par exemple, me disaient il faut cesser de construire des places de prison. Je ne partage pas complètement cet avis, ne serait-ce que pour permettre une amélioration des conditions de détention et notamment autour de l'encellulement individuel. Or, même si nous diminuons fortement le nombre des détenus, il y a tout de même des conditions de dignité qui méritent d'être prises en compte. C'est la raison pour laquelle nous continuerons à construire des places nouvelles de prison. Mais je le dis très clairement, plus on construit, plus on remplit. Donc je pense qu'il faut absolument faire jouer l'autre levier, c'est celui du chantier que j'ai lancé, c'est-à-dire comment diversifier les peines, non pas avec pour objectif de vider les prisons. C'est pas ça l'objectif, c'est l'objectif de trouver des peines adaptées à chaque situation et qui réellement permettront de répondre à ce qui est la meilleure peine, si je puis dire, pour les personnes condamnées. Madame Crimi, alors vous avez évoqué, mais je ne sais pas vous répondre, la question de la prison de Cherbourg. Et alors du calendrier. Le calendrier, eh bien, on me dit que ce sera dans la loi de programmation. Mais si vous me le permettez, si vous m'y autorisez, je vous répondrai un peu plus précisément dans quelques temps, parce que c'est un point très particulier sur lequel il faut peut-être que moi-même je fasse un point. J'avoue que ça n'a pas été ma première préoccupation. J'en suis absolument désolée de la prison de Cherbourg. Monsieur Gosselin, vous m'avez interrogé sur, essentiellement, vous avez fait part d'un certain nombre d'inquiétudes, qui me semblent exagérées, monsieur Gosselin, sur les Batignolles. Vous me dites, au fond, que vous êtes inquiet sur le budget de fonctionnement, sur le budget d'investissement. La part du loyer qui est consacrée au fonctionnement des Batignolles sera de 25 millions d'euros, environ. Et les crédits de fonctionnement des juridictions augmentent de près de 10%, c'est-à-dire 35 millions d'euros, dont 16 millions d'euros en plus hors PPP. C'est pas clair. Les 5 maisons d'arrêt se situeront, vous me posiez cette question, également en région parisienne, également en PACA, où il y a des engagements qui ont été pris clairement là-dessus. Monsieur Castellani, vous m'avez interrogé sur le rapprochement des prisonniers corses. C'est une question à laquelle ça n'a pas grand-chose à voir avec le budget, vous en conviendrez. C'est un cavalier, un cavalier, je ne sais quoi, un cavalier de questions. Néanmoins, je dois juste vous dire que lorsque nous nous posons cette question, car nous nous la posons, nous prenons en compte un environnement complet, y compris celui de la sécurité nécessaire pour les détenus dont le rapprochement est demandé. Je voulais juste ici vous dire cela. Sur le greffe de Bastia, eh bien, écoutez, si vous le voulez bien, là encore, comme sur la prison de Cherbourg, mes services vous répondront, je m'y engage. Monsieur Patrick Vignal, vous m'interrogez sur le tribunal de Montpellier, sur l'insuffisance du nombre de magistrats. Où êtes-vous, monsieur Vignal? Voilà, pardon. Je peux entendre ce que vous dites. Je me rends également dans des tribunaux. Je vois la manière dont les magistrats, ceux du parquet, par exemple, répondent avec le casque sur les oreilles pour pouvoir être en contact plus rapidement et plus aisément. Je sais tout cela. Je crois qu'il y a un certain nombre de paramètres
qui doivent être prises en compte pour la dotation en magistrats des tribunaux. Nous avons des critères de prise en compte et la direction des services judiciaires, chaque année, retravaille sur ces critères-là. Le nouveau directeur des services judiciaires, qui m'a fait l'extrême amabilité de m'accompagner aujourd'hui, vous répondra. C'est M. Peyman Kalemarsban qui est là. Son portable peut-être pas, mais en tout cas, le téléphone du ministère vous est ouvert et il arrive même que le ministère rappelle les députés. C'est ce que nous ferons pour ce qui concerne le tribunal de Montpellier. Monsieur Morel-à-L'Huissier, vous avez également évoqué la question du manque de magistrats. Vous me permettrez de ne pas vous répondre plus précisément parce que je crois que j'ai répondu tout à l'heure à Madame Untermaier et je vous ai dit à la fois et les créations d'emplois qui vont permettre progressivement de combler les vacances et parallèlement tous les mécanismes que nous mettons en place de numérisation, de déjudiciarisation qui, je l'espère, permettront de recentrer les magistrats sur leur cœur de métier. J'espère ainsi que nous arriverons à résoudre ces difficultés qui sont tout à fait réelles. Vous avez, je dois également juste dire un mot du fait que nous souhaitons renforcer les équipes autour des magistrats et que cela aussi conduira, des emplois sont prévus à cet effet. C'est très apprécié par les magistrats et cela aussi conduira à recentrer les magistrats sur leurs tâches. Sandra Motin, vous m'avez interrogé sur un point extrêmement sensible, doublement sensible, de par ceux qui émettent les inquiétudes, les avocats, et le public qui émet ces inquiétudes n'est pas neutre. Ils ne sont pas nécessairement les seuls, mais ce public-là n'est pas neutre. Je discute beaucoup avec les avocats quand je me rends dans les tribunaux. Je crois que certains avocats craignent évidemment toute évolution parce qu'ils ont déjà subi beaucoup de réformes, celle de la postulation, sans remonter à la réforme dite de la carte judiciaire de Madame Dati, mais sans même remonter jusque-là, ils ont subi dans leur métier, à la fois avec la création de la société pluriprofessionnelle d'exercice, la question de la postulation, ils ont subi beaucoup de réformes, ils appréhendent ces réformes-là. Ces réformes, ils appréhendent les évolutions. Je crois d'une certaine manière qu'ils ont tort. Ils sont allés récemment dans un barreau où j'étais jusqu'à me dire qu'ils pensaient que ce n'était pas une bonne chose que le justiciable puisse saisir directement la juridiction. Mais mon Dieu, regardez dans les juridictions administratives, cela n'est pas comparable ni en nombre ni en masse, mais tout de même, les citoyens saisissent directement, par voie dématérialisée, la juridiction administrative. Je n'entends pas dire qu'il y ait là un problème majeur. Donc il y a des craintes des avocats, elles doivent être traitées, respectées et traitées. Mais elles ne doivent pas être paralysantes pour des évolutions qui, je l'ai dit, ne se traduiront par la suppression d'aucun lieu de justice, ce qui ne veut pas dire que nous en resterons au statu quo. Je pense, par exemple, je prends cet exemple-là, que certains contentieux très pointus, très spécialisés, où vous avez précisément en face de vous des avocats extrêmement pointus, c'est pas dans un lieu de justice où des magistrats voient passer un cas liés à cette compétence spécialisée une fois tous les 2 mois, qu'ils seront en capacité d'avoir les mêmes compétences que les avocats qu'ils seront en face de. Donc je dis que dans certains cas pointus, on pourra regrouper des compétences spécialisées dans certains lieux. Ça se fait d'ailleurs pour les GIRS, etc. Donc on aura des réflexions à conduire de cette nature. Mais cela ne se traduira par la fermeture d'aucun lieu de justice, parce que je pense que la justice du quotidien, elle doit rester en proximité du justiciable. Vous me dites qu'est-ce qu'il confirme dans le budget 2018 ? Rien. Rien, puisque rien ne change. Au sens où, là encore, je l'ai déjà dit, j'ai mis en place, dans le cadre des chantiers de la justice, un groupe de réflexion autour de Dominique Rimbourg et Philippe Houillon. Ils me rendront leurs conclusions le 15 janvier. À partir de là, nous prendrons des décisions. Il n'y a rien qui n'en trouvera la trace dans le budget 2018. Mais ma volonté est forte. Sur la cour d'appel d'Agen, je ne réponds pas autre chose que ce que je viens de dire là. Je ne sais plus où est monsieur... Excusez-moi, monsieur Sana. Donc, je ne réponds pas autre chose que ce que je viens de répondre à Sandrine. Vous me dites quel critère... Pardon, à Madame la députée, excusez-moi. Vous me dites... Sandra en plus, oui. J'ai tout faux, décidément. Vous me dites quels
critères les critères qui vont nous permettre de repenser un peu l'organisation des juridictions, c'est proximité, spécialisation, collégialité, cohérence avec l'action de l'État, etc. Mais la Commission me fera les propositions. Vous m'interrogez sur l'extension de l'ENAP. Elle est prévue, 60 millions d'euros. Voilà, tout ça va se faire. J'ai répondu d'ailleurs des élus récemment qui m'avaient interrogé là-dessus. Une étude est en cours, me dit-on, pour évaluer les besoins en termes de capacité d'accueil, à la fois en locaux pédagogiques et en hébergement. Les études de faisabilité seront ensuite engagées, etc. Donc tout va bien, l'ENAP reste à Agen, va grandir et ça sera formidable. Monsieur Masson, problème de détention provisoire, oui, cruciaux. C'est le chantier de la justice. Vous me dites, mais dans l'attente, qu'est-ce que vous pouvez faire? Non, l'attente, c'est 2 mois. Je ne vais pas inventer des systèmes alors que dans 2 mois,